Dans la salle VIP de l'hôpital, j'ai surpris MON Marie ETMA sœur, le bébé portera MON NOMDE famille, ETMA femme imbécile paiera pour tout. Je me suis éloignée en silence. Et j'ai préparé le cadeau parfait qui détruirait leur vie pour toujours. Je suis allée à l'hôpital pour accueillir mon nouveau-né neveu. J'ai apporté avec moi un panier cadeau de luxe personnalisé qui a coûté plus cher que ma première voiture. Mais alors que j'approchais de la porte entrouverte de la suite de maternité VIP, j'ai vu mon mari se pencher sur le lit d'hôpital de ma propre sœur. « Notre fils aura mon nom de famille », a-t-il murmuré tendrement en l'embrassant sur le front. « Et ma femme stupide paiera pour notre nouvelle vie ensemble. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis reculée silencieusement jusqu'à ma voiture. J'ai jeté ce panier cadeau incroyablement cher dans l'énorme benne à ordures de l'hôpital et j'ai commencé à comploter ma vengeance impitoyable. Je m'appelle Diane et j'ai 30 ans. Les couloirs stériles et lumineux d'un hôpital privé exclusif de l'Upper East Side de Manhattan sentaient l'eau de javel forte et les compositions florales incroyablement chères. Il était 23 heures un mardi, et toute l'aile de maternité était plongée dans un profond silence. J'ai marché le long du couloir à la moquette moelleuse, équilibrant l'énorme panier cadeau sur ma hanche. J'arrivais directement de mon bureau dans une grande firme d'investissement multinationale à Wall Street où je travaille comme analyste senior en risque financier. Mon cerveau bourdonnait encore de feuilles de calcul, d'évaluation de passifs et de stratégies d'atténuation des risques. Je n'avais absolument aucune idée que la plus grande responsabilité de toute ma vie m'attendait au bout de ce couloir. Ma sœur cadette, Claire, venait de donner naissance à son premier enfant. Claire a 28 ans. C'est une aspirante influenceuse des médias sociaux qui valorise l'esthétique de son profil Instagram plus que la réalité. Elle a toujours été considérée comme l'enfant prodige de notre famille. Nos parents, Richard et Éléonore, la traitaient comme une poupée de porcelaine fragile, lui ouvrant toujours la voie pour son confort. Claire est mariée à Rémi, un infirmier chef de 31 ans qui est loyal, travailleur et humble, et qui l'aime d'une dévotion aveugle et épuisante. Il se trouvait que Rémi travaillait aussi dans ce même hôpital. Cette nuit-là, il avait pris un double service de nuit brutale dans le service de cardiologie juste pour pouvoir payer les frais exorbitants non couverts par son assurance maladie standard ou son plan premium Blue Cross Blue Shield. Aussi, Claire pouvait obtenir exactement cette suite Pantouse VIP dans le service de maternité. Claire avait piqué une crise massive, insistant sur le fait que ses abonnés s'attendaient à un vlog glamour de son accouchement. Et Rémi, le fournisseur infatigable de la famille, se tuait à la tâche juste pour lui offrir cela. J'ai toujours respecté Rémi. C'est un homme bon piégé dans la vanité et les caprices sans fin de ma sœur. Je suis arrivée devant la chambre, ayant pleinement l'intention de pousser la porte et de les surprendre. Mon mari, Julien, était censé être arrivé 2 heures plus tôt pour déposer des ballons et les féliciter de notre part à tous les deux. Julien a 32 ans. C'est un faux tech bro dont la start-up a saigné des milliers de dollars pendant 3 ans, perdant mon propre argent personnel. Pour être parfaitement exact, je suis le principal soutien de notre famille, le filet de sécurité, et la seule personne qui maintient notre style de vie luxueux à flot. Pendant qu'il se consacre à assister à des événements de réseautage dans des bars d'hôtels hors de prix pour présenter des idées vides à quiconque voudra l'écouter, je fais le gros du travail. La lourde porte en bois de la suite VIP était légèrement entr'ouverte, laissant une lumière jaune chaude se répandre dans le couloir. J'ai déplacé le lourd panier à mon autre bras, prête à entrer, mais la voix de Julien, basse, profondément familière et étrangement intime, m'a arrêté net. « Tu as été incroyable, chérie », a chuchoté Julien. J'ai jeté un coup d'œil par la fente étroite. Claire était appuyée contre une montagne d'oreillers blancs impeccables. Elle semblait bien trop magnifique pour une femme qui venait de subir une intervention médicale majeure. Julien était penché sur le lit, ne gardant absolument pas une distance respectueuse comme on pourrait l'attendre d'un beau-frère. Sa main reposait sur la nuque de ma sœur, et ses doigts étaient emmêlés dans ses cheveux. Pendant que je regardais, j'étais paralysée par la terreur glaciale soudaine qui me traversait les veines. Julien se pencha et embrassa Claire sur le front avec une dévotion totale. « Il est parfait », chuchota Claire en regardant le bébé dormir paisiblement dans le berceau à côté d'elle.
Mais je déteste que Rémi pense qu'il est le père. Je ne veux plus le cacher. Julien caressa sa joue avec son pouce, descendant jusqu'à sa mâchoire. Nous ne le cacherons plus très longtemps, promit-il doucement. Notre fils aura mon nom de famille. Tiens bon encore un peu. Ma femme stupide paiera pour notre nouvelle vie ensemble, et Rémi mangera ses factures d'hôpital insensées. Dès que ma start-up obtiendra le dernier financement du compte de Diane, nous prendrons l'enfant et quitterons le pays. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et étouffants. Notre fils, ma femme stupide. En un instant, le monde sembla s'arrêter de tourner. Mes poumons se vidèrent, et ma vision se réduisit. C'était l'homme avec qui je vivais sous le même toit, l'homme dont je finançais l'entreprise avec mes heures de travail épuisantes chaque semaine. Et la femme dans ce lit était de mon propre sang. Ma sœur, que j'avais soignée et protégée depuis que nous étions petites filles, couchait non seulement avec mon mari, mais ils avaient eu un enfant juste sous mon nez et complotaient activement pour siphonner toutes mes économies avant de s'enfuir pour commencer une nouvelle vie. Une personne normale aurait probablement ouvert la porte violemment. Une femme normale aurait crié. Elle aurait jeté ce panier cadeau cher à leur tête, exigé une explication et causé une scène massive qui aurait attiré l'attention de la sécurité de l'hôpital. Mais je ne suis pas une femme normale. Je suis analyste senior en risque financier. J'ai passé toute ma vie à calculer les risques, à projeter les pertes potentielles et à éliminer les passifs avant qu'ils ne puissent détruire un portefeuille d'investissement entier. En cette fraction de seconde devant la chambre 614, mes émotions se sont complètement éteintes. L'analyste professionnel en moi a pris les commandes. Crier ne résoudrait absolument rien. Une confrontation directe à ce moment-là ne servirait que d'avertissement. Cela donnerait à Julien l'occasion de cacher des actifs, de supprimer des emails et de préparer une défense juridique. S'il savait que je savais, il ne ferait qu'accélérer leur calendrier. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de données, et j'avais besoin de les piéger dans leur propre piège financier. Je me suis lentement éloignée de la porte. Mes chaussures de bureau discrètes ne faisaient aucun bruit sur le sol poli de l'hôpital. Je me suis éloignée de la lumière chaude qui rayonnait de la suite VIP et je suis retournée le long du couloir long et glacial. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais mes mains étaient parfaitement stables. Lorsque j'ai atteint les ascenseurs, je me suis arrêtée devant une grande poubelle. J'ai baissé les yeux sur le luxueux panier cadeau que je tenais. Il était rempli de vêtements de bébé bio, de lotions importées et d'un ours en peluche de créateur incroyablement cher qui coûtait des centaines de dollars. Sans y penser à deux fois, j'ai jeté tout le panier à la poubelle. Il a atterri avec un bruit sourd, se retrouvant enseveli sous des tasses de café jetées et des serviettes en papier. Je suis entrée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du parking souterrain. La descente s'est faite en silence. J'ai regardé mon reflet dans les porte-miroirs. Mon costume de bureau impeccable, mes cheveux parfaitement coiffés, mon visage calme. Je ressemblais exactement à la femme d'il y a 10 minutes. Mais la femme en moi était une personne entièrement différente. L'épouse aimante et solidaire était morte définitivement. La belle-sœur aînée n'existait plus. Je suis allée à ma voiture tandis que l'air frais de la nuit caressait ma peau. Je me suis assise sur le siège conducteur, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le silence dans le garage était absolu. Je n'ai pas démarré le moteur. Au lieu de cela, je me suis assise dans l'obscurité pendant que mon esprit élaborait déjà une contre-attaque qui les laisserait tous les deux absolument sans rien. Le volant était glacé sous mes mains. Alors que j'étais assise dans les profondeurs obscures du parking de l'hôpital, ma respiration était superficielle, contrôlée et rythmée. Paniquer est un passif énorme. Lorsqu'une entreprise fait face à un effondrement soudain du marché, la première étape n'est pas de paniquer. La première étape est de mesurer l'exposition totale au risque. J'ai sorti mon smartphone de mon sac à main et j'ai ouvert mon application bancaire mobile principale. L'écran a illuminé l'intérieur sombre de ma voiture et Facidé m'a accordé l'accès à notre portefeuille financier conjoint. Julien et moi avions maintenu un compte d'épargne conjoint à haut rendement pendant 5 ans. C'était notre nid douillet, un fonds soigneusement construit avec mes primes annuelles de productivité d'entreprise.
J'avais vu ce chiffre augmenter chaque mois, suivant les intérêts composés avec la profonde satisfaction d'une femme cimentant les fondations de sa maison, chaque café trop cher que je sautais, chaque fois que je retardais l'achat d'une nouvelle voiture. Chaque week-end passé à analyser les tendances du marché au lieu de me détendre dans un spa de luxe. Tout cela allait dans ce compte. J'avais enduré et travaillé jusqu'à l'épuisement, faisant des semaines de 60 heures pour accumuler exactement 300 000 $. Nous étions censés utiliser cet argent comme acompte pour un domaine dans une communauté fermée exclusive à Greenwich, Connecticut. Ou du moins, c'est le mensonge qu'on m'avait vendu. Lorsque le tableau de bord de l'application a finalement chargé, les gros chiffres en haut de l'écran n'indiquaient pas 300 000 $. Le solde restant était d'exactement 4 500 $. J'ai fermé les yeux alors que la lumière bleue de l'écran frappait mon visage. J'ai fait défiler vers le bas pour rafraîchir la page, pensant que c'était peut-être un problème de serveur. Le chiffre est resté exactement le même, 4 500 $. J'ai ouvert l'historique des transactions et mon esprit analytique a traité les données devant moi instantanément. Il y avait un seul virement bancaire massif initié il y a seulement 3 jours. Le compte bénéficiaire était enregistré sous Golden Horizon Wellness LLC. La description de la transaction était un chef-d'œuvre de fraude d'entreprise, injection de capital initial. Il n'avait pas seulement embrassé ma sœur, il m'avait asséché jusqu'au dernier sou. Julien utilisait sa start-up technologique constamment dans le rouge comme une arme, un véhicule d'entreprise apparemment légal pour siphonner tout mon dur labeur de notre compte joint. L'audace pure du geste était exaspérante. Il avait légalement transféré des actifs matrimoniaux dans une entreprise qui, je le savais, était en train de sombrer dans les dettes. Mais maintenant, après ce dont j'avais été témoin dans la chambre 614, les pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement. Cet argent n'allait pas vers le développement de logiciels ou des campagnes marketing. Ces près de 300 000 $ étaient leur fonds d'évasion, le pont financier dont ils avaient besoin pour larguer Rémi, se débarrasser de moi et commencer leur nouvelle vie sale avec leur bébé volé. J'ai ressenti une oppression dans la poitrine, une douleur brève mais intense qui menaçait de briser mon sang-froid. Il avait volé mes efforts, ma sécurité et mon avenir. J'ai serré le bord de mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'étais sur le point d'ouvrir mes comptes de courtage d'investissement pour vérifier d'autres pertes potentielles lorsque mon téléphone a soudainement vibré. Un son aigu a percé le silence de la voiture. Un message texte est apparu en haut de l'écran. Il venait de ma mère, Éléonore. J'ai ouvert le message et je l'ai lu. Vire un transfert avant le matin pour la facture de la suite VIP de Claire. L'assurance de Rémi ne couvre pas ses installations de luxe. Tu es la sœur aînée. Fais ton devoir et sacrifie-toi pour la famille. Le culot et le sentiment d'avoir droit à tout dégoulinant de ces mots ont été comme une gifle. Mon esprit a instantanément saisi toute la situation. Rémi, un infirmier enregistré et travailleur, avait une couverture médicale standard qui couvrirait un accouchement normal, des soins standards et une chambre de récupération partagée. Mais la normalité n'a jamais suffi à Claire. Elle avait exigé la suite de maternité de style pantouse au dernier étage avec des draps à haute densité de fils, des repas gastronomiques et des vues imprenables sur la ligne d'horizon de Manhattan. Tout cela juste pour poster de jolies photos pour ses abonnés. Rémi était à des étages en dessous à ce moment-là, se tuant à la tâche lors d'un quart de nuit mortel dans l'unité de cardiologie, travaillant jusqu'à l'épuisement pour couvrir toutes les dépenses possibles. Et ma mère, au lieu de réprimander son enfant prodige, me déversait simplement la facture des caprices de Claire sur les genoux. Il s'attendait à ce que je finance la naissance d'un bébé qui était le produit de la trahison de mon propre mari. Il voulait que ma paix durement gagnée paie les draps de soie sur lesquels Claire était allongée pendant que Julien l'embrassait sur le front. Il s'attendait à ce que je finance littéralement ma propre ruine. Un rire froid et amer s'échappa de mes lèvres, résonnant dans ma voiture. Le niveau de leur stupidité était vraiment stupéfiant. Toute ma vie, Richard et Éléonore m'avaient traité simplement comme du personnel de soutien dans la grande production appelée La vie de Claire. J'étais la fille fiable, travailleuse et responsable dont la seule utilité était de cracher de l'argent pour financer leur style de vie élitiste et les luxes sans fin de ma sœur. Ils croyaient que j'étais un distributeur automatique de billets ambulants.
Il croyait que mon succès était un puits dans lequel il pouvait puiser de l'eau chaque fois qu'il rencontrait un petit problème. Julien, de son côté, pensait que j'étais une femme ignorante et soumise, tellement ensevelie sous les feuilles de calcul que je ne remarquerais pas les économies manquantes avant qu'il ne soit à des milliers de kilomètres. Ils croyaient tous que ma dévotion à ma famille m'avait aveuglé. Mais ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très cruelle sur ce que fait réellement une analyste senior en risque financier. Je ne gère pas seulement de l'argent. J'étudie le comportement humain. Je calcule les vulnérabilités et je construis des modèles basés entièrement sur le fait que n'importe qui est capable de faire des erreurs massives. Et quand je vois un passif, je ne le laisse pas passer. Je l'isole. Je l'expose. Et je le détruis complètement. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier numérique. Je n'ai pas tapé un long essai en colère. Je n'ai pas demandé où était l'argent manquant, ni exigé d'explications pour l'énorme facture d'hôpital. Ma réponse correspondait parfaitement au rôle qu'ils attendaient de moi. J'ai tapé juste 2 mots simples. Pas de problème. J'ai appuyé sur envoyer, verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté sur le siège passager. L'obscurité du garage m'a de nouveau englouti, mais le poids suffocant sur ma poitrine avait disparu. Le choc avait été remplacé par une clarté glaciale et acérée comme un rasoir. J'ai pris une profonde inspiration. L'épouse aimante qui était entrée dans ce bâtiment plus tôt était décédée pour toujours. À sa place, était assise une opératrice professionnelle prête à exécuter une OPA hostile sur sa propre vie. J'ai tourné la clé. Le moteur a rugi à la vie. Il était temps de rentrer à la maison et de commencer l'audit formel. J'ai conduit vers notre vaste maison dans une banlieue calme et aisée de Scarsdale, New York. Les lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, illuminant la pelouse bien entretenue et la belle façade de la maison pour laquelle j'avais tant travaillé. Toute la propriété était sombre et vide, une belle coquille cachant un intérieur pourri. J'ai passé la cuisine et je suis monté directement à mon bureau à domicile. J'ai verrouillé la lourde porte derrière moi, laissé tomber mes clés sur le bureau en verre et démarré ma station de travail. 3 moniteurs incurvés se sont allumés simultanément avec un léger bourdonnement, projetant une lueur bleue nette dans la pièce. J'ai ignoré les applications bancaires grand public standard. Le temps des recherches superficielles était révolu. Je me suis connecté à mon terminal d'entreprise à l'aide du VPN sécurisé, lançant un logiciel de comptabilité judiciaire approfondie, les outils exacts que j'utilisais pour démanteler des entreprises multinationales corrompues. J'avais besoin d'une visibilité totale sur cette fraude. Mes doigts volaient rapidement sur le clavier mécanique. J'ai entré mon numéro de sécurité sociale, mes certificats numériques et mes identifiants sécurisés. J'ai extrait des données directement d'Experian, TransUnion et des bases de données fédérales concernant mon propre profil financier. La barre de progression a chargé en quelques secondes, grattant des années de transactions. Mon moniteur central s'est rempli d'une grille dense de chiffres et de drapeaux rouges clignotants. J'ai regardé les données. Mon détachement professionnel luttait contre la haine pure qui débordait en moi. Mon score FICO, auparavant parfait et de premier ordre, avait complètement chuté. J'ai fait défiler jusqu'à la section des comptes de crédit actifs. 3 nouvelles cartes de crédit avec des limites extrêmement élevées me fixaient depuis l'écran. Une carte de voyage platine, une carte de récompense premium et une ligne de crédit d'entreprise de premier ordre. Toutes ouvertes au cours des 4 derniers mois. Je n'en avais autorisé aucune. J'ai extrait les fichiers de demande numériques pour vérifier leur origine. Julien avait commis un vol d'identité massif. Il connaissait mon numéro de sécurité sociale, le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon premier animal de compagnie et toutes les questions de sécurité nécessaires pour contourner les protocoles de vérification automatisés de la banque. Il a falsifié ma signature numérique sur des contrats contraignants, s'assurant que j'étais la seule responsable de cette dette monumentale. Pour brouiller les pistes, il a redirigé les cartes physiques et les relevés de facturation mensuels vers une boîte postale privée de l'autre côté de la ville pour s'assurer qu'aucune lettre de recouvrement n'arrive jamais chez nous. Les soldes de ces cartes frauduleuses étaient vertigineux. Il avait pris des avances de fonds maximales et dépensé des dizaines de milliers de dollars en luxe absolu, poussant chaque limite au maximum. Mais cette dette non garantie n'était que le début.
Je devais examiner les actifs physiques. J'ai ouvert un nouvel onglet sur le moniteur droit et me suis connecté au portail du registre foncier du greffier du comté. J'ai extrait l'acte de propriété électronique et l'historique des privilèges pour la maison exacte dans laquelle j'étais assise. J'avais payé la totalité de l'acompte de cette propriété moi-même, bien avant que Julien et moi ne nous marions, l'établissant comme un actif prénuptial légalement protégé. Un nouveau document avait été déposé et approuvé il y a exactement 30 jours. C'était un deuxième prêt hypothécaire. Un énorme prêt sur la valeur nette de la maison avait été secrètement appliqué à la valeur nette de la maison que j'avais passé des années à construire à la sueur de mon front. J'ai tiré les documents scannés et j'ai examiné les signatures. Julien avait utilisé un service de notaire à distance en ligne pour contourner l'exigence en personne. Il avait probablement payé une autre femme pour qu'elle s'assoie devant une webcam avec une fausse pièce d'identité. Où il avait exploité une vulnérabilité dans le système de vérification numérique pour falsifier complètement mon consentement. Il avait secrètement vidé notre maison juste derrière mon dos, aspirant chaque sou de sa valeur et me laissant dans une structure vide, noyée sous les dettes, au bord de la saisie. Le tableau du crime s'est rapidement étendu du simple adultère à une fraude financière organisée, entièrement préméditée et à grande échelle. Je devais suivre le flux de l'argent volé, les prêts de 300 000 $ de nos économies, les avances de fonds maximales des 3 fausses cartes de crédit et la somme forfaitaire massive du deuxième prêt hypothécaire. Le grand total s'élevait à environ un demi-million. Je devais savoir où allait tout cet argent. La start-up technologique de Julien n'avait pas d'employés, pas de bureau physique et n'avait produit absolument aucun produit viable. L'argent n'avait pas disparu en raison de mauvaises décisions commerciales ou d'un marketing médiocre. Il avait été stratégiquement thésaurisé. J'ai analysé les données de routage IP des virements bancaires initiaux à l'aide de renifleurs de paquets réseau et d'outils de traçage. J'ai isolé les adresses IP spécifiques d'où ces transactions provenaient. Les empreintes numériques ne provenaient pas d'un bureau distant. Elles pointaient directement vers le routeur Wi-Fi de notre propre maison. Elles correspondaient à l'adresse MAC exacte de l'ordinateur portable personnel de Julien. Il avait commis une fraude bancaire et un vol d'identité, confortablement assis sur le canapé de notre salon. Il l'a probablement fait pendant que je dormais à l'étage avant de partir travailler tôt le matin. J'ai suivi les numéros de routage de destination pour voir où les fonds atterrissaient finalement. Julien a fait transiter l'argent par une petite coopérative de crédit rural dans une tentative pathétique de dérouter toute personne qui enquêtait. Mais pour un analyste judiciaire, la piste était flagrante. J'ai cherché dans la base de données du registre des entreprises du secrétaire d'État et j'ai payé les frais express pour télécharger immédiatement les statuts et les accords d'exploitation. Le fichier PDF s'est chargé sur mon écran. Il s'agissait d'une SARL à membre unique récemment créée sous le nom de Golden Horizon Wellness LLC. J'ai fait défiler le document, ignorant les objectifs commerciaux génériques, et je suis allé directement à la section de la propriété. J'ai regardé le seul membre gérant et actionnaire répertorié. Le nom était tapé en majuscules. Claire Chloé. Ma sœur n'était pas seulement la maîtresse de mon mari. Elle était sa partenaire commerciale légale officielle. Dans une grande conspiration, ils avaient transféré chaque sous-volé, chaque goutte de valeur nette de ma maison et tout mon dur labeur dans une société écran contrôlée par Claire. Mais leur comportement ignoble ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai vérifié les journaux de routage d'argent, j'ai vu que Claire avait utilisé les comptes courants personnels de Richard et Éléonore comme point de transit avant de transférer les fonds à l'étranger à Dubaï. Elle avait mis à profit la fortune de nos parents pour empêcher la banque de signaler les transactions comme suspectes. Elle avait entraîné nos propres parents dans une combine internationale de blanchiment d'argent sans qu'ils le sachent. Aux yeux de la loi, cette somme massive était maintenant la propriété de sa nouvelle entité corporative. Ils avaient réussi à transférer tout ce que j'avais saigné pour gagner directement dans les poches de Claire. La suite hospitalière VIP, l'équipement de bébé de créateur, l'avenir qu'il planifiait. Tout était construit carrément sur ma ruine absolue. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil ergonomique, laissant la réalité glaciale m'envahir. Ils avaient tendu un piège astucieux et impitoyable. Ils pensaient que je me noierais dans ces dettes soudaines, trop choquée et paralysée pour riposter.
Mais ils ont commis une erreur massive et fatale. Ils ont laissé une trace numérique pour la femme dont toute la carrière est bâtie sur le démantèlement et l'exposition d'entités d'entreprises frauduleuses. La lumière du matin a filtré à travers les stores de mon bureau, projetant de longues ombres sur les moniteurs, affichant l'extrême trahison de mon mari. Je n'avais pas fermé les yeux une seule seconde. Mes yeux brûlaient, mais mon esprit était aiguisé, bien éveillé et totalement prêt. J'ai fermé les fichiers cryptés, effacé mon historique de navigation et éteint le logiciel au moment exact où j'ai entendu le clic de la porte d'entrée se déverrouiller en bas. Julien était à la maison. Je me tenais en haut des escaliers et le regardais entrer dans le foyer. Il était un maître de sa propre façade. Il a enlevé sa veste avec un soupir lourd et dramatique, se coiffant pour ressembler à l'homme de famille épuisé qui était resté éveillé toute la nuit à soutenir sa belle-sœur. Il leva les yeux, me vit et afficha immédiatement un sourire chaleureux et épuisé. Il monta les escaliers, tendit les bras et me serra dans une étreinte. L'odeur de savon stérile d'hôpital et une subtile touche de parfum cher s'accrochaient à sa chemise. Il m'a fallu chaque once de ma discipline pour ne pas avoir de haut le cœur ou me retirer de son contact. J'ai enfoui mon visage dans son épaule, forçant mes bras à s'enrouler autour de sa taille, jouant parfaitement mon rôle. Il m'a embrassé sur le dessus de la tête et m'a guidé vers la cuisine, se plaignant des chaises dures de la salle d'attente de l'hôpital. Il a préparé du café pour nous deux, se déplaçant avec l'assurance d'un homme absolument convaincu qu'il détenait toutes les cartes gagnantes. Nous nous sommes assis face à face à l'îlot de cuisine en granit. Il a tendu la main et a tenu la mienne, son pouce caressant mes jointures, une habitude qui me réconfortait auparavant, mais qui maintenant ne m'envoyait qu'un frisson froid dans le dos. Il a bu son café et m'a regardé avec une profonde, entièrement fausse préoccupation. Il a dit que nous devions parler de quelque chose de sérieux. Il a affirmé que sa start-up technologique avait rencontré un obstacle inattendu avec son fournisseur informatique principal. Il a appelé cela un goulot d'étranglement temporaire de trésorerie. Il a débité des mots à la mode d'entreprise, tissant une histoire complexe de retard dans la chaîne d'approvisionnement et de factures de clients en retard. Il me mentait en face avec une telle facilité que j'admirais presque sa sociopathie. Il m'a assuré que l'entreprise était sur le point d'une percée massive, mais qu'elle avait désespérément besoin d'un pré-relais pour maintenir les serveurs en marche jusqu'au prochain trimestre. Avant que je ne puisse même digérer l'audace de demander plus d'argent après avoir secrètement vidé nos économies, il a habilement pivoté sa manipulation vers ma sœur. Il a baissé la voix avec un ton d'extrême pitié, racontant à quel point Claire souffrait et ce qu'elle traversait. Il a brossé un tableau pathétique de Rémi s'effondrant sous le poids de la facture de la suite VIP, ignorant complètement le fait que ses dépenses étaient 100% facultatives et causées uniquement par la vanité de Claire. Julien m'a serré la main. Il m'a rappelé combien j'aimais ma sœur, combien la famille devait soutenir en période de crise, puis il a formulé sa dernière et ignoble demande. Il a doucement suggéré que je liquide mes options d'achat d'actions acquises dans mon entreprise. Il a soutenu que l'encaissement de ces actions fournirait suffisamment de fonds pour sauver sa start-up et aider la pauvre Claire avec les dépenses du bébé. Il me demandait littéralement de lui remettre volontairement chaque dernier sou de ma richesse restante pour financer sa fuite. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas hésité. J'ai laissé un sourire doux et compréhensif éclore sur mon visage. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. J'ai loué son dévouement à son entreprise et sa gentillesse envers ma sœur. J'ai serré sa main en retour et lui ai promis que dès le lundi matin, j'appellerais mon courtier d'entreprise pour commencer à liquider mes actions. L'immense soulagement qui a envahi son visage était palpable. Ses épaules se sont détendues et la tension a quitté sa mâchoire. Il croyait sincèrement qu'il avait gagné. Il croyait que je n'étais qu'un marchepied docile et crédule sur son chemin vers une nouvelle vie avec Claire. Il m'a remercié encore et encore. Il m'a appelée la meilleure femme du monde. Il m'a embrassée sur la joue une dernière fois et est monté à l'étage pour prendre une douche. Je suis restée seule dans la cuisine, écoutant l'eau couler dans la salle de bain au-dessus. La façade avait tenu. Le piège était tendu, mais le destin n'avait pas encore fini de me donner des munitions. Mon ordinateur portable personnel était ouvert sur le comptoir de la cuisine. Le son soudain d'une notification a brisé le silence,
signalant l'arrivée d'un email de haute priorité. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'adresse de l'expéditeur était automatiquement signalée par mes filtres de boîte de réception. C'était un message crypté du portail des patients de l'hôpital. Il y a des années, Rémi m'avait désigné comme contact d'urgence alternatif et mandataire légal pour les dossiers médicaux de la famille, une décision purement pratique puisque j'étais la seule personne de la famille à répondre de manière fiable à son téléphone. Lors d'un problème système, le logiciel automatisé de l'hôpital a émis une mise à jour de routine concernant le dépistage pédiatrique préliminaire du nouveau-né. En raison d'une erreur administrative, les données ont été acheminées vers le contact alternatif au lieu du compte du père principal. J'ai ouvert la pièce jointe cryptée à l'aide de mon mot de passe familial autorisé. Le fichier PDF s'est chargé, affichant les signes vitaux standards du bébé, son poids, sa taille et ses scores d'Apgar, mais mes yeux se sont fixés sur une ligne spécifique de données médicales tout en bas de la page. Résultat préliminaire du groupe sanguin, O négatif. J'ai regardé le texte noir et blanc. Ma formation en analyse de risque m'a appris à ne me fier qu'à des faits scientifiques concrets. Il y a quelques années, lorsque notre père est tombé malade, j'ai organisé une collecte de sang familial pour lui. Je connaissais le groupe sanguin exact de chaque membre de ma famille. Rémi est AB positif. Claire est A positif. Les lois froides et immuables de la génétique se sont rapidement calculées dans mon esprit. Un parent avec un groupe sanguin AB ne possède que les allèles A et B. Il ne peut transmettre qu'un allèle A ou B à son enfant. Biologiquement parlant, avoir un enfant avec un groupe sanguin O d'un parent AB est mathématiquement impossible. Un enfant avec un groupe sanguin O nécessite 2 allèles O, ce qui signifie que les 2 parents biologiques doivent être porteurs du gène O. Rémi ne pourrait jamais être le père biologique de cet enfant. Mais Julien est O négatif. C'est un donneur universel. Je suis resté parfaitement immobile tandis que le bruit de la douche à l'étage s'estompa en bruit blanc. Voler de l'argent est un crime de cupidité. Avoir une liaison est un péché de trahison. Mais ce document était la preuve irréfutable de leur manque absolu d'humanité. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent pour financer une nouvelle vie. Ils avaient délibérément trompé un homme bon et innocent, liant Rémi à une responsabilité légale à vie en tant que père et le forçant à travailler jusqu'à l'épuisement pour subvenir aux besoins d'un enfant qui était le produit de l'infidélité de sa propre femme. J'ai lentement fermé l'ordinateur portable, l'écran est devenu noir. J'avais maintenant le motif, la trace financière et la preuve biologique. Julien se lavait à l'étage, complètement inconscient que son plan d'évasion sans faille était déjà mort-né. Je détenais toutes les cartes. Il était temps d'agir. 4 jours plus tard, je me tenais dans le foyer somptueux de la grande propriété de mes parents à Alpine, dans le New Jersey, me préparant à la performance théâtrale la plus dégoûtante de ma vie. L'air à l'intérieur de la maison était épais de l'odeur de fleurs importées et de traiteurs coûteux. Richard et Éléonore ne savaient pas organiser un simple rassemblement familial. Chaque événement était une soirée mondaine très élaborée, conçue entièrement pour étaler leur richesse et maintenir l'illusion d'une famille sans faille. Ce soir était censé être une célébration privée pour ma sœur et son bébé sortant de l'hôpital. Mais l'allée circulaire était déjà encombrée de VUS de luxe de leurs riches amis du country club. J'ai remis mon manteau au personnel embauché et je suis entrée dans le grand salon. L'hypocrisie pure qui étouffait cette pièce était nauséabonde. D'énormes lustres en cristal projetaient une lumière brillante sur les sols en marbre importé. Au centre de tout cela, vautrée sur une chaise longue en velours sur mesure comme une royauté absolue, se trouvait Claire. Elle était drapée d'un châle en cachemire ridiculement cher, tenant le bébé tout en s'imprégnant d'innombrables compliments des amis snobs d'Éléonore. Claire était impeccable, son maquillage parfaitement appliqué. Elle se plaignait bruyamment de la difficulté de l'accouchement, mais remettait instantanément le nouveau-né à la nounou de nuit engagée dès qu'il commençait à pleurnicher. Debout à l'extrême bord du cercle des invités se trouvait Rémi. Les cernes sombres sous ses yeux étaient terrifiants. Il portait toujours sa blouse médicale bleue. On aurait dit qu'il avait couru directement d'un autre double service brutal à l'hôpital. Il semblait complètement vidé. Il allait chercher silencieusement de l'eau pétillante et ajustait les oreillers de sa femme avec une dévotion désespérée et silencieuse. Ma poitrine se serra rien qu'en le regardant.
C'était un homme bon, se vidant de toute son énergie pour une famille qui le ridiculisait activement. Et il y avait Julien aussi. Mon mari se tenait près du bar, faisant tourbillonner un verre de bourbon haut de gamme, projetant l'aura d'un beau-frère fier et aimant. Il riait aux blagues de mon père, charmait les amis de ma mère et lançait occasionnellement des regards chaleureux et tendres en direction de Claire et du bébé. L'étendue de son hypocrisie me donnait la nausée. Connaissant la vérité, les données génétiques et les dépôts financiers, j'avais l'impression de me trouver au milieu d'un sale cirque. J'avais besoin de faire une pause loin du bruit et de l'odeur entêtante du parfum hors de prix. Alors, je me suis échappée de la foule et je me suis retirée dans la salle à manger formelle. La pièce était sombre et silencieuse, dominée par une immense table en acajou pouvant accueillir 20 personnes. Je me suis dirigée vers les fenêtres du sol au plafond, regardant les jardins arrière impeccablement entretenus, calmant ma respiration. Mon silence n'a pas duré longtemps. J'ai entendu les lourdes portes doubles s'ouvrir et se refermer derrière moi. Je me suis retournée pour voir mes 2 parents entrer. Leurs faux sourires d'hôtes disparurent instantanément, remplacés par la posture froide et calculatrice de négociateurs d'entreprise. Les talons d'Éléonore claquaient sèchement sur le parquet alors qu'elle s'approchait de moi. Elle ne tournait pas autour du pot. Elle est allée droit au but avec son ton autoritaire. Nous devons discuter de la situation de logement de Claire, déclara Éléonore, croisant les bras. La petite maison de Rémi est complètement inacceptable. Elle est étroite et se trouve dans un très médiocre quartier scolaire. Cet environnement ne convient pas à une famille grandissante, et il est certainement en dessous de mon petit-fils. Mon père se tenait épaule contre épaule avec elle, présentant un front uni, et ajusta nonchalamment sa Rolex coûteuse. Votre sœur entre dans une phase critique de sa vie, Diane. Elle a besoin d'espace, de sécurité et d'une communauté de premier ordre. Rémi manque tout simplement de la capacité de gain pour lui offrir le style de vie de luxe qu'elle mérite, et nous n'allons pas les laisser vivre comme des paysans. C'est une honte pour notre famille. Je suis restée totalement inexpressive. Ma formation en analyse de risque a maintenu mon visage figé dans un calme détachement. J'ai attendu leur demande spécifique. Vous possédez toujours ce loft de luxe sur l'Upper East Side, n'est-ce pas ? Continua Éléonore, me fixant sans une once de pitié. Ce pantouse hors de prix que vous avez acheté juste avant d'épouser Julien. D'après ce que je comprends, les expatriés qui le louent déménagent à la fin du mois. Il sera vide. Il est 3 fois plus grand que l'endroit où vit Rémi, et il est dans un emplacement privilégié. J'ai regardé mes parents, digérant lentement l'audace incroyable de ce qu'ils disaient. Ce loft de l'Upper East Side était le tout premier investissement immobilier majeur que j'ai jamais fait. J'avais économisé pendant des années pour pouvoir payer la compte entièrement seule, bien avant que Julien n'entre dans ma vie. C'était un actif prénuptial légalement protégé, une forteresse de ma propre indépendance financière, complètement isolée de mon mariage. C'était la seule propriété que Julien n'avait pas réussi à exploiter dans son stratagème de fraude hypothécaire. Nous avons déjà parlé à notre avocat d'entreprise, a déclaré mon père, en employant un ton qui laissait entendre que la question n'était pas discutable. Nous leur avons fait rédiger l'acte de transfert et les documents d'achat. Nous voulons que vous signiez l'acte de propriété, libre et clair, au nom de Claire. Considérez-le comme un cadeau généreux d'une sœur aînée très prospère à sa sœur cadette en difficulté. Ils ne me demandaient même pas de le lui louer à prix réduit. Ils exigeaient avec arrogance que je cède des millions de dollars de mon propre bien immobilier personnel, transférant l'acte de propriété gratuitement à la femme exacte qui était en train de détruire activement ma maison. Avant que je ne puisse même formuler une réponse, les portes s'ouvrirent à nouveau. Julien se glissa à l'intérieur et les referma doucement. Il s'approcha de moi et posa sa lourde main sur mon épaule. Le contact physique fit violemment mon estomac se révolter, mais je me forçai à ne pas broncher. Il regarda mes parents avec l'expression d'un saint noble et pacificateur. Nous avons été incroyablement bénis, Diane, murmura Julien, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. Nous avons notre magnifique maison, nos carrières florissantes, notre belle vie. Claire ne fait que commencer et elle a vraiment du mal. Nous avons plus qu'assez. Allez, ma chérie. Prenons le chemin de la noblesse et faisons preuve de grâce.
Partageons nos bénédictions et donnons à ta sœur la sécurité dont elle a si désespérément besoin. Je les ai regardés tous les trois me coincer. Le piège était absolument parfait. Julien avait déjà vidé nos économies communes et frauduleusement hypothéqué notre résidence principale. Il exploitait maintenant le favoritisme aveugle de mes parents envers Claire. Il essayait activement de me dépouiller de mon dernier bien immobilier légalement protégé juste avant de demander le divorce. Il voulait me laisser noyer sous les dettes pendant qu'il s'envolait vers le soleil couchant avec chaque sou que j'avais gagné. Je suis restée complètement immobile. Le silence s'est étiré tandis que je regardais l'homme qui était en train de forger ma destruction totale. Puis j'ai laissé ma réponse s'échapper lentement. Non. Ce seul mot a glacé l'air dans la pièce. Je n'ai pas reculé. J'ai regardé la fausse inquiétude plaquée sur le visage de Julien. Et puis j'ai regardé mes parents. La mâchoire de mon père est littéralement tombée sous le choc. C'est un homme habitué à l'obéissance inconditionnelle, surtout de ma part. Les mains d'Éléonore se sont crispées en poings serrés sur les côtés. Je ne pense pas que vous compreniez parfaitement la situation, commença mon père, sa voix prenant une tournure menaçante. Ce n'est pas une demande polie, Diane. Votre sœur a besoin de cette propriété. Je comprends parfaitement la situation, ai-je répondu, ma voix glaciale et inébranlable. Cette propriété est un bien prénuptial légalement protégé. Je l'ai achetée avec mes propres capitaux. Elle génère un revenu locatif significatif pour mon portefeuille, et je n'ai absolument aucune intention de transférer le titre à quiconque. Je ne suis pas une organisation caritative, et je ne vais pas subventionner un mode de vie luxueux que Claire n'a rien fait pour gagner. Julien s'avança immédiatement, levant les mains de manière défensive. Diane, chérie, s'il te plaît, ne soyons pas cupides ici. Nous avons tellement d'argent. Pourquoi amasser un appartement de luxe vide quand ta propre chair et ton propre sang souffrent autant? Si ces difficultés financières te touchent si profondément, ai-je rétorqué sèchement, le fixant jusqu'à ce que je voie une lueur microscopique de panique dans ses yeux. Julien, tu es plus que bienvenu pour lui acheter une propriété toi-même. Il savait exactement combien d'argent j'avais et il pensait pouvoir facilement extraire ce qu'il restait. C'est à ce moment précis que ma mère perdit entièrement son sang-froid. La femme élégante et distinguée du country club disparut, remplacée par une femme amère et enragée. Tu es égoïste et tu es stérile, cracha-t-elle, libérant des décennies de venin refoulé. C'est la vraie raison, n'est-ce pas? Tu thésaurises l'immobilier parce que tu es rongé par la jalousie. Tu ne supportes pas le fait que ta sœur cadette soit magnifique, qu'elle ait été bénie d'un fils, alors que ton propre utérus est desséché et inutile. Tu l'as punie pour une joie que tu ne connaîtras jamais. Cette insulte était spécifiquement conçue pour me briser. Si cela s'était produit il y a une semaine, je me serais probablement effondré en larmes. J'aurais supplié pardon et signé n'importe quel document qu'ils voulaient juste pour que la violence émotionnelle cesse. Mais la femme qu'ils essayaient de briser n'était plus là. Les modèles financiers, les signatures de notaires falsifiées et le test sanguin au négatif servaient d'armure en titane impénétrable autour de mon cœur. J'ai regardé ma mère avec des yeux morts et sans vie. Ma propriété reste exactement où elle est, ai-je déclaré, ma voix aussi froide que le zéro absolu. N'en parlez plus jamais. Je leur ai tourné le dos et me suis dirigé vers la sortie. Mon père a crié mon nom avec une autorité tonitruante, mais je n'ai pas ralenti mon pas. J'ai poussé les portes doubles et j'ai marché de nouveau dans le hall bruyant et bondé, les laissant tous les trois au milieu des débris de leur manipulation ratée. J'avais désespérément besoin de sortir de cette maison. J'ai traversé la foule d'invités souriant et buvant du champagne en direction de la sortie principale. Alors que je tournais un coin près de la zone de préparation du traiteur, quelqu'un est sorti du garde-manger et m'a accidentellement heurté. Diane. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, marmonna une voix faible et épuisée. J'ai levé les yeux. C'était Rémi. Il serrait une pile de serviettes en lin fraîchement pliées, et il semblait sur le point de s'effondrer sur place d'épuisement. La lumière fluorescente dure de la cuisine exposait les profondes ombres creuses sculptant son visage. Ses larges épaules étaient courbées. C'est tout à fait normal, Rémi, ai-je dit calmement.
Il hésita une seconde, regardant nerveusement le couloir vers la salle à manger formelle. Il avait certainement entendu mon père crier. Rémi se frotta le visage d'une main rugueuse et calleuse, l'air profondément honteux. Diane, commença-t-il, sa voix un murmure rauque. Je veux m'excuser pour vos parents. J'ai déjà dit à Claire que nous n'avions pas besoin de votre loft de l'Upper East Side. Je les ai littéralement suppliés de ne rien vous demander. Nous sommes parfaitement bien dans notre maison de ville. Nous avons un toit sur la tête. Vous n'avez pas à vous soucier de nous. Vous n'avez pas à vous excuser pour eux. L'arrogance de mes parents n'est pas votre responsabilité, Rémi. Je suis vraiment tellement embarrassé, continua-t-il, s'appuyant lourdement contre le mur comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter son propre poids. Il vous traite comme un distributeur automatique de billets, et Claire les laisse faire. Je fais de mon mieux pour subvenir à ses besoins et à ceux du bébé. Je jure devant Dieu que je fais tout ce qui est humainement possible. Je l'ai observé attentivement. Le niveau de fatigue systémique qui détruisait son corps était alarmant. Il semblait n'avoir pas dormi une nuit complète depuis une semaine. Rémi laissa échapper un rire sombre et amer. Comment suis-je censé dormir? Je fais des doubles quarts de travail consécutifs dans le service de cardiologie. Je travaille facilement 60 heures par semaine en ce moment. Instantanément, mon esprit d'analyste de risque s'activa pleinement. Pourquoi diable travaillez-vous 60 heures par semaine juste après que votre femme ait accouché? Vous devriez prendre votre congé de paternité payé. Rémi se frotta la nuque, l'air complètement mortifié. Il y a eu beaucoup de dépenses imprévues juste avant l'accouchement de Claire. Des dettes massives de cartes de crédit dont je n'avais absolument aucune idée jusqu'à ce que les avis de l'agence de recouvrement commencent à arriver par la poste. Les soldes sont terrifiants, Diane. Je prends toutes les heures supplémentaires que je peux pour que les taux d'intérêt ne nous engloutissent pas avant même que le gamin ait un mois. La dernière pièce de la vilaine vérité se mit en place avec une clarté assourdissante. Claire n'avait pas seulement une addiction au shopping. Elle avait délibérément épuisé ses lignes de crédit pour financer son style de vie luxueux et ses escapades romantiques secrètes. Et elle avait déchargé toute cette dette non garantie sur les épaules de son mari. Au même moment, elle et Julien amassaient secrètement des centaines de milliers de dollars qu'ils m'avaient volés dans leur société écran offshore. Ils nous vidaient littéralement de notre sang à tous les deux. Ils vidaient mes économies pour construire leur fonds d'évasion tout en forçant Rémi à travailler jusqu'à l'épuisement juste pour couvrir leurs traces et leurs dépenses somptueuses. J'ai regardé l'homme debout devant moi. Rémi était un homme loyal, travailleur et honorable, servant une famille qui se moquait ouvertement de lui. Il élevait un enfant qui ne partageait pas son ADN, remboursant des dettes issues d'une fraude massive. Il était une victime prise dans le même piège. Mais contrairement à moi, Rémi vivait sous le même toit que Claire. Rémi avait un accès direct et illimité à son courrier entrant, à ses documents et à son téléphone déverrouillé. C'était le cheval de Troie parfait. Je me suis rapproché de lui, abandonnant complètement l'attitude de belle-sœur polie. La voix froide et acérée d'une vérificatrice d'entreprise a pris le dessus. « À quelle heure votre service se termine-t-il demain ?» ai-je demandé. Il fronça les sourcils, visiblement confus par le changement soudain et agressif de mon comportement. Il déglutit difficilement. Mon quart de nuit se termine officiellement à 6 heures du matin, mais le superviseur de l'étage me laisse généralement prendre une pause café de 30 minutes vers 2 heures du matin. J'ai hoché la tête une fois. Retrouvez-moi au restaurant ouvert 24h24 juste en face de l'entrée principale de l'hôpital. Je ne l'ai pas dit comme une requête. Avant qu'il ne puisse poser une seule question, j'ai fait demi-tour et suis sorti du manoir, laissant derrière moi l'odeur nauséabonde du parfum et les lustres en cristal aveuglant. L'air à l'intérieur du restaurant ouvert 24h24 sentait intensément le café brûlé et la graisse de friture rance. C'était un contraste violent avec la propriété de luxe de mes parents. Les vieux tubes fluorescents clignotaient au plafond, projetant une lueur jaune maladive sur les banquettes en vinyle déchirées et le sol en linoléum collant. À 7 heures du matin, les seuls clients étaient des ambulanciers paramédicaux épuisés, des chauffeurs de taxi de nuit et des gens qui n'avaient absolument nulle part ailleurs où aller. Je me suis assise en silence dans une cabine d'angle isolée, les deux mains serrées autour d'une tasse de café tiède.
Posé sur la table juste devant moi, il y avait un épais et lourd dossier en carton. La cloche au-dessus de la porte du restaurant a tinté. Rémi est entré sous les lumières crues. Il avait l'air d'un homme brisé. Sa blouse bleue était très froissée et sa posture était totalement vaincue. Il m'a repéré et s'est rapidement glissé dans la cabine en face de moi, écartant la serveuse fatiguée et ne demandant qu'un café noir. Il s'est frotté vigoureusement les yeux injectés de sang et a demandé d'une voix rauque, « Qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre une heure normale de la journée ?» Je n'ai pas perdu une seule seconde en plaisanterie. J'ai ouvert le dossier en carton, sorti le dossier méticuleusement organisé et j'ai poussé l'épaisse pile de documents financiers directement sur la table. Rémi a regardé les papiers avec une confusion totale, a hésité, puis les a repris et a tourné la première page. C'était un journal judiciaire très détaillé des relevés de cartes de crédit de Claire que j'avais recoupés avec les numéros d'acheminement de mon propre compte d'épargne joint vidé. Sa réaction a été instantanément défensive. Il m'a repoussé les papiers, son visage rougi. Il a fermement déclaré qu'il était déjà au courant des dettes de sa femme. Son ton est devenu farouchement protecteur, insistant sur le fait que les erreurs financières de sa femme étaient une affaire conjugale privée. Il a soutenu que Claire avait juste été soumise à un stress extrême pendant sa grossesse et qu'ils allaient régler ça ensemble en équipe. Il m'a regardé droit dans les yeux et a fièrement déclaré qu'il aimait sa femme. Il a agrippé le bord de la table collante, tout à fait prêt à se lever et à partir, refusant absolument de rester là à écouter quelqu'un calomnier la mère de son nouveau-né. J'ai claqué ma main à plat sur les documents. « Asseyez-vous et regardez les données réelles », ai-je ordonné sèchement. Ne regardez pas le solde total. Regardez les dates de transactions spécifiques et les emplacements géographiques. Hésitant, Rémi s'est lentement rassis sur le siège en vinyle déchiré. J'ai sorti un surligneur jaune vif de mon sac à main de créateur. J'ai tourné la deuxième page du relevé de carte de crédit de Claire et j'ai surligné une série de dépenses massives et exorbitantes. Des dizaines de milliers de dollars dépensés en un seul week-end dans un centre de bien-être 5 étoiles ultra exclusif à Palm Beach, en Floride. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Où était votre femme ce week-end précis d'octobre dernier ? Rémi fronça les sourcils. Son mur défensif se fissura légèrement alors que son cerveau épuisé luttait pour se souvenir. Il murmura que Claire avait eu de graves problèmes d'anxiété, alors elle avait réservé une retraite de pleine conscience en solo dans le sud pour préparer mentalement son corps à la grossesse. Sans rompre le contact visuel, j'ai glissé une autre feuille de papier libre du dossier. C'était l'itinéraire de voyage d'affaires et le journal de dépenses de Julien, que j'avais tiré directement du calendrier partagé de notre réseau domestique. Je l'ai placé parfaitement côte à côte avec le relevé de carte de crédit de Claire. J'ai surligné le programme de voyage de Julien pour ce même week-end précis d'octobre. Julien était censé assister à une conférence technologique régionale pour présenter sa start-up à des capital risqueurs. L'hôtel figurant sur son itinéraire officiel était exactement ce même complexe ultra luxueux à Palm Beach. Rémi regarda les dates parfaitement concordantes, et sa respiration se coupa soudainement. Je n'ai pas donné à son cerveau une seule seconde pour essayer de rationaliser cela comme une coïncidence bizarre. J'ai rapidement tourné la page suivante et j'ai surligné une autre folle dépense colossale sur le compte de Claire fin novembre. Un week-end spa incroyablement cher dans un complexe exclusif en bord de mer à South Beach, Miami. Claire avait une fois de plus affirmé qu'elle avait désespérément besoin de paix et de tranquillité loin de la ville. J'ai immédiatement posé les journaux de vol de Julien juste à côté. Il était censé s'être rendu en Floride pour un sommet crucial d'investisseurs providentiels. Les dates correspondaient parfaitement. J'ai de nouveau tourné la page, une folie de shopping de 4 jours sur Rodeo Drive à Beverly Hills en décembre. Claire lui avait dit qu'elle rendait visite à une ancienne sœur de sororité universitaire. Julien m'avait dit qu'il assistait à un événement de réseautage exclusif sur la blockchain sur la côte ouest. Les manifestes de vol, les réservations d'hôtels de luxe et les reçus de restaurants étoilés au Michelin s'assemblaient comme un puzzle parfaitement conçu. Chaque fois que Claire demandait du temps libre pour une retraite de bien-être mental, Julien avait commodément un voyage d'affaires fictif dans le même code postal.
La montagne de dettes que Rémi travaillait actuellement jusqu'à l'épuisement pour rembourser n'était pas dépensée en poussette ou en berceau. Il finançait littéralement leurs vacances romantiques secrètes. Il travaillait 60 heures par semaine dans un service hospitalier juste pour payer les suites d'hôtels de luxe où sa femme couchait avec mon mari. Je suis restée parfaitement immobile et j'ai observé comment la vérité toxique et amère empoisonnait lentement tout le corps de Rémi. La colère défensive et le désir désespéré de protéger sa femme ont totalement disparu de ses yeux, instantanément remplacés par une réalisation sombre, terrifiante et absolue. Le mur massif de son déni s'est brisé en 1 million de morceaux juste là, sur la table collante du restaurant. Ses grandes mains ont commencé à trembler violemment alors qu'il regardait les lignes jaunes fluo. J'ai été témoin de l'exacte milliseconde où le cœur de Rémi s'est brisé. Ce n'était ni dramatique ni bruyant. C'était une destruction silencieuse, absolument brutale. Tout le sang a quitté son visage, ses larges épaules se sont contractées, les tremblements violents dans ses mains se sont complètement arrêtés. Il a lentement levé les yeux des documents et m'a regardé droit dans les yeux. L'homme assis en face de moi n'était plus le mari épuisé et patient, essayant désespérément de maintenir sa famille à flot. La profonde tristesse dans ses yeux avait muté en une haine acérée, terrifiante et absolue. Il n'a pas crié. Il n'a pas balayé les papiers par terre, et il n'a pas renversé la table. Avec un calme mécanique glaçant, il a soigneusement aligné les bords des documents, les tapant carrément sur la table. Il a murmuré, sa voix plate et morte, que pendant les 3 dernières nuits, il avait dormi sur une chaise en plastique dur dans la salle de repos de l'hôpital juste pour économiser suffisamment d'heures supplémentaires pour couvrir les ridicules thérapies de massage postpartum de Claire. Il avait même vendu sa moto vintage, sa possession la plus précieuse qu'il avait reconstruite de ses propres mains, juste pour effectuer les paiements minimums de la première vague de dettes de carte de crédit que Claire avait juré être uniquement pour les essentiels de bébé. J'ai laissé le lourd silence planer dans l'air, permettant à la rage pure de pomper dans ses veines. Par ma propre expérience personnelle, je savais que la colère militarisée était le seul carburant qui lui donnerait la force de survivre à ce cauchemar. Quand il a finalement parlé à nouveau, sa voix était dangereusement basse et glaciale. Il s'est penché à moitié sur la table et a souligné une vulnérabilité massive et flagrante dans le plan directeur de Julien et Claire. Ils avaient traité Rémi comme un mulet ignorant et stupide qui paierait aveuglément les factures, mais ils avaient gravement sous-estimé son pouvoir systémique réel dans cette situation spécifique. Rémi était le père légal inscrit sur l'acte de naissance. Il était le principal détenteur de la police d'assurance maladie Premium Blue Cross Blue Shield couvrant le bébé. Et le plus important, il était un infirmier chef senior très respecté dans le même hôpital où Claire avait accouché. Il avait une autorité légale et administrative totale et incontestée sur les décisions médicales du nourrisson. Il n'avait pas besoin d'une longue ordonnance du tribunal. Il n'avait pas besoin d'un avocat de famille trop cher, et il n'avait absolument pas besoin de la permission de Claire pour effectuer un test de paternité ADN légalement contraignant. Il m'a dit qu'il allait retourner directement de l'autre côté de la rue, s'identifier au laboratoire de pédiatrie restreint et soumettre une réquisition formelle pour un panel de paternité ADN officiel. Il connaissait les médecins traitants, il connaissait les techniciens de laboratoire seniors, et il pouvait camoufler sans effort la demande en tant que dépistage génétique préliminaire de routine pour éviter toute question indiscrète. Il marquerait le dossier comme une priorité absolue urgente pour s'assurer que les échantillons biologiques seraient prélevés avant même que le quart du matin ne commence. Tout se passerait complètement dans le dos de Claire et les résultats officiels du laboratoire seraient directement acheminés vers son portail employé sécurisé. Nous avons rapidement établi des protocoles de sécurité opérationnelle stricts. Pas de messages sur nos numéros de téléphone principaux, pas d'appels téléphoniques depuis l'intérieur de nos maisons. Nous communiquerions exclusivement via une application de messagerie sécurisée hautement cryptée que j'ai immédiatement installée sur son téléphone, là, dans le restaurant. Rémi s'est levé. Il a jeté quelques billets froissés sur la table pour son café noir et est sorti dans la nuit noire pour démêler systématiquement la vérité. Le piège était entièrement armé. Maintenant, nous devions juste supporter la période d'attente silencieuse et angoissante. Le laboratoire privé exigeait un minimum de 72 heures pour traiter entièrement le panel génétique accéléré. Ces 3 jours furent une épreuve de torture épuisante pour notre endurance mentale.
Par notre chat crypté, Rémi a décrit le cauchemar vivant de rentrer chez lui. Il a dû se forcer à sourire, retirer sa blouse et se glisser dans le lit à côté de la femme qui avait vendu toute sa vie à un autre homme. Il a dû écouter Claire se plaindre sans relâche de la petitesse et de la misère de leur maison pendant qu'elle faisait défiler des meubles de créateurs hors de prix sur son téléphone, et il a dû tenir et bercer le nouveau-né au milieu de la nuit. Pleinement conscient qu'il regardait directement le fils de Julien. Il m'a envoyé un SMS pour me dire que le plus dur n'était pas de retenir l'envie de crier, mais de forcer sa voix à rester tendre et douce, jouant le rôle du père aimant tout en portant une bombe à retardement dans sa poche de blouse. Ma propre performance théâtrale quotidienne était tout aussi brutale. Je devais rester dans notre immense maison de Scarsdale avec l'architecte même de ma ruine financière. Chaque matin, Julien se tenait à l'îlot de la cuisine, sirotant un café de torréfaction premium et posant nonchalamment des questions sur l'avancement de la liquidation de mes options d'achat d'actions acquises. Il masquait sa cupidité avec des mots édulcorés, m'embrassant le front et m'appelant la sauveuse absolue de la famille. J'ai joué le rôle de l'épouse aimante et obéissante avec une précision impeccable. J'ai inventé des excuses complexes sur les retards administratifs. J'ai blâmé mon courtier d'entreprise de traîner les pieds sur les documents fiscaux, et j'ai fait semblant de réviser agressivement des documents juridiques à la table de la salle à manger, l'assurant joyeusement que l'argent arriverait sur nos comptes d'ici la fin de la semaine. Il m'a même massé les épaules pour me remercier de mon incroyable sacrifice. Il était absolument convaincu que son plan directeur réussissait. Les 72 heures ont finalement passé. Mon téléphone secondaire a vibré, laissant tomber une épingle GPS. C'était un parking à plusieurs niveaux en béton, niché à 3 pâtés de maison derrière l'hôpital. Sombre, humide et complètement dépourvu de caméras de sécurité. J'ai garé mon SUV de luxe au sous-sol le plus bas, coupé le moteur et attendu dans l'obscurité la plus totale. 10 minutes plus tard, des phares ont balayé les piliers de béton. Rémi a garé sa berline délabrée juste à côté de moi, est sorti et est monté silencieusement sur le siège passager de ma voiture. Le bruit sourd de la porte qui se fermait nous a enfermés dans un coffre-fort insonorisé. Aucun de nous n'a prononcé un seul mot. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe blanche nette portant le sceau officiel du laboratoire de génétique de l'hôpital. Le papier épais était légèrement froissé, un signe clair de la façon dont il l'avait serré en marchant. J'ai retenu mon souffle. Rémi a déchiré l'enveloppe et en a sorti le rapport clinique. Ses mains massives tremblaient légèrement alors qu'il parcourait le jargon médical dense. J'ai vu sa pomme d'Adam se cogner violemment quand ses yeux se sont fixés sur le dernier paragraphe en bas de la page. Il m'a tendu le papier directement. Toute couleur avait complètement disparu de son visage. J'ai regardé les lettres noires en gras imprimées tout en bas, probabilité de paternité, 99,9%. Il était officiellement confirmé que le nourrisson testé correspondait parfaitement génétiquement à l'échantillon biologique de référence que j'avais secrètement prélevé de la tasse de café que Julien avait laissée dans mon évier 3 jours auparavant. La vérité n'était plus une suspicion nauséabonde. C'était un fait froid, dur, scientifiquement irréfutable. Julien était le père du bébé de Claire. Rémi laissa échapper une longue expiration, violemment tremblante, pressant brutalement les talons de ses mains sur ses orbites. Le dernier lambeau de son déni s'évapora dans l'air, ne laissant derrière lui qu'un homme endurci et incassable. Nous sommes restés en silence total pendant un long moment, tandis que le poids écrasant de la situation s'installait enfin dans nos os. Puis j'ai tendu la main vers le siège arrière et j'ai saisi mon ordinateur portable d'entreprise lourdement crypté. La période de deuil était officiellement terminée. Il était temps de démanteler systématiquement l'ennemi. J'ai allumé la machine et déverrouillé la partition cachée contenant tous les documents que j'avais extraits de la LLC de Julien et Claire via notre réseau domestique. J'ai tourné l'écran lumineux vers Rémi afin qu'il puisse clairement voir le réseau incroyablement complexe de sociétés écrans offshore et de comptes bancaires cachés. Je lui ai expliqué. Ils n'avaient pas seulement une sale liaison. Ils exécutaient activement un risque de fuite d'entreprises internationales hautement organisées. J'ai ouvert un sous-dossier spécifique et j'ai sorti les contrats de location résidentielle finalisés pour 2 villas ultra luxueuses situées dans une communauté fermée exclusive pour expatriés à Dubaï. Le bail était légalement enregistré au nom de leur LLC pour masquer complètement qui y vivrait réellement.
J'ai également expliqué à Rémi les prévisions financières de Julien. Leur calendrier était d'une clarté cristalline. Julien traînait délibérément notre mariage pendant exactement 3 semaines parce que c'était la date précise à laquelle mes énormes options d'achat d'actions d'entreprise seraient entièrement acquises. L'argent exact qu'il s'attendait à ce que j'utilise pour rembourser le 2e prêt hypothécaire frauduleux qu'il avait contracté sur notre maison. Simultanément, Claire traînait intentionnellement des pieds pour déposer tout document juridique, attendant patiemment que Rémi vide ses comptes bancaires, paie la suite hospitalière VIP et mette à zéro ses cartes de crédit plafonnées. Claire avait spécifiquement exigé les forfaits de maternité privée les plus chers et les améliorations de luxe facultatives, uniquement parce qu'elle savait que le sens inné du devoir de Rémi le forcerait à absorber automatiquement les factures. Leur stratégie était absolument diabolique. Ils nous utilisaient comme des boucliers financiers temporaires. La seconde absolue où Rémi paierait les dettes de Claire et où j'injecterais l'argent dans les comptes de Julien, il nous prendrait simultanément par surprise en déposant des poursuites de divorce et de séparation légale agressives devant le tribunal de la famille. Il demanderait immédiatement de geler les maigres actifs qui nous restaient et de détourner tous les fonds fraîchement injectés par des injonctions légales agressives. Avant même que les premières audiences ne commencent, il serait à bord d'un vol de première classe hors du pays avec l'enfant. Ils vivraient comme des rois absolus grâce à l'argent que nous avions saigné pour gagner. Leur objectif ultime était de nous laisser dans une misère absolue, noyés sous des frais juridiques exorbitants, suffoqués par les dettes et complètement anéantis. Rémi a regardé l'écran lumineux. Sa mâchoire était serrée comme de l'acier. L'infirmier doux et docile avait disparu pour toujours. L'homme assis sur mon siège passager possédait maintenant la concentration froide et mortelle d'un soldat qui entre sur un champ de bataille. Il n'a pas versé une seule larme. Il m'a regardé et a demandé exactement ce que nous devions faire pour anéantir toute leur opération. J'ai claqué l'ordinateur portable. Notre alliance était officiellement forgée dans l'humidité sombre de ce parking. J'ai dit à Rémi que nous allions les laisser croire que leur plan directeur fonctionnait parfaitement. Nous continuerions notre mascarade pathétique, mais sous la surface, nous ferions exploser silencieusement chaque pilier de leur voie d'évasion. Nous gèlerions leurs comptes offshore cachés, piégerions leur société écran et les enfermerions tous les deux dans une cage légale et financière dont ils ne pourraient jamais s'échapper. Nous nous sommes jurés que nous les dépouillerions de tout ce qui avait de la valeur, en nous assurant que lorsque la fumée se dissiperait, ils seraient les seuls à n'avoir absolument rien. Le lundi suivant, je suis entré dans mon bureau de Wall Street, j'ai totalement ignoré mes modèles de risque d'entreprise standard et j'ai ouvert un modèle juridique vierge. Toute ma carrière est bâtie sur la recherche de lacunes microscopiques dans des systèmes complexes et la prévention de pertes catastrophiques pour des multinationales. Maintenant, j'allais utiliser exactement les mêmes compétences pour concevoir une boîte à pièges financière mortelle. J'ai passé 6 heures d'affilée à rédiger un contrat juridique absurdement complexe. À première vue, il ressemblait à un accord de transfert d'actifs d'entreprise standard pour la mise en garantie de titres, agressif bourré de codes fiscaux incroyablement denses et de jargon juridique. Spécifiquement conçu pour provoquer une fatigue oculaire sévère et dérouter quiconque tenterait de le lire. Mais enfoui profondément dans la terminologie juridique, il s'agissait d'une renonciation absolue irrévocable et d'un transfert total de tous les droits de propriété intellectuelle, code source, algorithme et part votante de la start-up technologique de Julien directement à mon seul nom. Cette nuit-là, en rentrant chez nous à Scarsdale, j'ai trouvé Julien arpentant nerveusement le salon. Il devenait incroyablement impatient à mesure que la date de mes options d'achat d'actions approchait. J'ai laissé tomber mon sac de créateur sur l'îlot de la cuisine, me suis servi un verre et l'ai appelé avec un soupir doux et épuisé. Je lui ai dit que j'avais passé toute la journée en réunions intenses avec mon gestionnaire de fortune. Je lui ai avoué, d'un ton profondément humble, que mes parents avaient entièrement raison. Claire et le bébé avaient désespérément besoin d'une sécurité financière solide comme le roc, et mon obstination concernant mon propre argent n'était que de la pure égoïsme. J'ai fièrement annoncé mon intention de financer entièrement une fiducie irrévocable pour mon nouveau-né neveu à hauteur de $200 000. J'ai vu l'éclair violent de cupidité s'allumer dans ses yeux. Un regard affamé et féroce qu'il ne pouvait cacher. Il faisait le calcul rapide dans sa tête. C'était son fonds d'évasion servi sur un plateau d'argent.
De l'argent liquide pur en plus de la valeur nette de la maison qu'il volait déjà. Il s'est précipité, m'a attrapé par la taille et m'a serré fort, me couvrant de louanges et me disant à quel point il était incroyablement fier d'être mon mari. Je l'ai laissé me tenir pendant exactement 3 secondes. Puis je me suis un peu retirée et je lui ai dit que nous avions rencontré un obstacle juridique majeur. La liquidation d'une aussi grande partie d'actions en un seul trimestre financier allait déclencher des pénalités d'impôt sur les gains en capital catastrophiques. Et le virement direct d'autant de liquidités dans un fonds fiduciaire pour quelqu'un qui n'était pas indépendant fiscal direct déclencherait automatiquement un énorme signal d'alarme auprès de l'IRS et du Financial Crime Enforcement Network. J'ai calmement expliqué que si l'IRS lançait un audit judiciaire complet et que le FinCEN s'impliquait, le gouvernement fédéral gèlerait immédiatement tous nos comptes bancaires indéfiniment pour examiner chaque transaction, y compris les fonds offshore secrets dont il avait désespérément besoin pour son évasion. Julien est instantanément tombé dans une panique aveugle. La simple mention de l'IRS et du FinCEN menaçait d'exposer complètement sa fraude au deuxième prêt hypothécaire et sa société écran illégale à Dubaï. Avant qu'il ne puisse perdre entièrement le contrôle, sa respiration se coupa, toute couleur quitta son visage, et il demanda désespérément si mon gestionnaire de fortune avait trouvé une faille juridique pour contourner les audits fédéraux. J'ai attendu quelques secondes, laissant son anxiété atteindre son maximum absolu avant de glisser l'épais et dense contrat juridique sur le comptoir en granit. Je lui ai dit qu'il n'y avait qu'une seule manœuvre d'entreprise logique pour contourner l'audit de l'IRS et légitimer totalement le transfert de fonds. Nous devions exécuter un échange d'actifs d'entreprise à somme nulle. J'ai expliqué que s'il me transférait temporairement toutes les actions votantes de sa start-up et les codes sources de son logiciel à mon nom, nous pourrions légalement déclarer les $200 000 sur papier comme un investissement en capital de départ d'entreprise plutôt que comme un don personnel imposable. J'ai agressivement enveloppé ce mensonge total dans des mots à la mode d'entreprise dense comme sécurisation des responsabilités, compensation de garanties croisées et équilibrage des capitaux propres. Julien n'était rien de plus qu'un vendeur arrogant qui n'était bon qu'à vendre des mots à la mode accrocheur. Il ne connaissait absolument rien au droit des sociétés ou à la comptabilité judiciaire. Il détestait lire des documents complexes. Il était bien trop paresseux pour lire les petits caractères et il comptait entièrement sur son charme et son bagou. Je l'ai assuré que le transfert n'était qu'une formalité bureaucratique, un bouclier juridique temporaire, et que je lui rétrocéderais volontiers tout à la fin de l'exercice fiscal une fois que le fonds fiduciaire serait entièrement établi. Julien a regardé le contrat dense pendant quelques secondes. Une minuscule hésitation a traversé son visage. C'était son entreprise. Les algorithmes qu'il avait passé 4 ans à construire étaient la seule chose de valeur qu'il possédait réellement dans le monde de la technologie. Mais la promesse aveuglante de $200 000 en liquidité a complètement fait dérailler sa raison. Il était si incroyablement arrogant. Il était si absolument certain qu'il était sur le point de divorcer et de fuir le pays avec mon argent que l'idée que je le manipule ne lui a même jamais traversé l'esprit. Je lui ai tendu un stylo plume coûteux. J'ai mentionné nonchalamment que l'avocat d'entreprise devait déposer les exonérations fiscales avant minuit. S'il voulait toujours que son propre avocat examine le document, nous devrions reporter le fonds fiduciaire au prochain trimestre financier, ce qui retarderait considérablement l'obtention de l'argent pour Claire. Julien a rejeté avec arrogance ma suggestion. Il a ricané et a dit qu'il n'y avait absolument aucun besoin d'impliquer ses avocats dans notre stratégie fiscale interne. Il a retiré le capuchon du stylo, s'est penché sur le comptoir en granit et a rapidement gribouillé sa signature sur les 4 lignes de signature. Il n'a pas lu les paragraphes. Il n'a pas examiné les annexes légales, et il n'a prêté aucune attention aux petites lettres qui établissaient explicitement le transfert absolu et permanent de tous les droits de propriété intellectuelle sans aucune clause de révocation. Il m'a rendu le stylo avec un sourire suffisant et triomphant. Il m'a embrassé sur la joue et m'a remercié abondamment d'être une coéquipière si incroyable. Il n'avait absolument aucune idée que l'encre qui séchait sur ce papier le dépouillait légalement du dernier actif précieux qu'il possédait au monde. J'ai souri en retour, j'ai soigneusement empilé les papiers et je les ai glissés dans ma mallette en cuir. Tandis que ma mallette verrouillait la chute totale de Julien, Rémi exécutait une manœuvre drastique de l'autre côté de la ville.
Il a marché dans les couloirs de l'hôpital, directement vers le service des ressources humaines, exploitant pleinement le profond respect et l'autorité qu'il avait acquis en tant qu'infirmier-chef senior au fil des ans. Il s'est immédiatement assis avec la directrice des RH, sans la moindre hésitation, a entamé le processus légal pour retirer Claire de sa police d'assurance maladie Premium Blue Cross Blue Shield. Cependant, il n'a pas demandé une annulation immédiate, car cela déclencherait un avis écrit automatisé envoyé à leur maison de ville, révélant instantanément sa couverture. Au lieu de cela, il a programmé l'annulation automatisée dans la base de données des RH pour qu'elle prenne effet à la date exacte à laquelle nous prévoyons de déposer nos énormes poursuites contre eux. Parce que les services de facturation des hôpitaux privés mettent souvent des semaines ou des mois à traiter les factures finales pour les améliorations de luxe, chaque facture exorbitante pour ces massages postpartum. Les mises à niveau de la suite VIP et le service de chambre gastronomique reviendraient légalement directement au nom de Claire en tant que patiente non assurée, l'ensevelissant sous une montagne astronomique de dettes médicales. Ensuite, Rémi a ouvert son application bancaire mobile. En quelques clics rapides, il a entièrement redirigé son salaire d'infirmier, toutes ses heures supplémentaires massives et ses indemnités vers un tout nouveau compte courant complètement secret. Il n'a laissé qu'un minuscule virement récurrent automatisé alimentant le compte de Claire, juste assez pour maintenir les lumières et l'eau afin qu'elle ne devienne pas immédiatement méfiante. Claire était bien trop obsédée par la planification de sa grande évasion à Dubaï avec Julien pour remarquer le dessèchement progressif de ses liquidités. Enfin, Rémi s'est enfermé dans une salle de dossiers médicaux vides et a mené sa propre enquête impitoyable. Il a examiné chacun des relevés bancaires de sa femme, recoupant parfaitement ses folies de dépenses avec les jours exacts où il se tuait à la tâche en heures supplémentaires. Il a mis en évidence les nuits dans des complexes de luxe qu'elle avait présentés comme des retraites de yoga, les dîners incroyablement chers et les énormes dépenses pour des vêtements de créateurs pour hommes et des montres de luxe qu'elle avait achetées et qui n'avaient certainement jamais atterri dans son placard. Il a construit un dossier étanche et dévastateur contre sa propre femme. Pendant que Rémi finalisait sa frappe ultime à l'hôpital, mon téléphone portable a sonné. C'était ma belle-mère, la mère de Julien. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu d'un ton serein et agréable. Elle a complètement ignoré les salutations habituelles et est allée droit au but. Elle appelait pour exiger le paiement de la fête de bienvenue du bébé, scandaleusement somptueuse, qu'elle avait obstinément insisté pour organiser dans la grande salle de bal du prestigieux club de campagne de Westchester. Elle n'avait absolument pas lésiné sur les dépenses. Champagne français importé, traiteurs gastronomiques et arrangements floraux ridiculement chers. Tout méticuleusement conçu juste pour qu'elle puisse se montrer à ses amis et prétendre qu'elle appartenait à l'élite. Et le clou du spectacle, avec son ton hautain et habituel, elle s'attendait à ce que je règle la facture de tout l'événement. Le grand total était d'exactement 25 000 $. Je me suis excusée à profusion d'être si débordée par mon travail d'entreprise et j'ai joué à la perfection le rôle de la belle-fille obéissante et dévouée. Au lieu de lui demander les détails de la facture pour que je puisse la payer moi-même, j'ai joyeusement dit à ma belle-mère que je lui donnerais simplement les numéros de ma toute nouvelle carte d'entreprise afin qu'elle puisse les saisir manuellement dans le portail de paiement en ligne du Country Club. Je lui ai lentement lu le numéro à 6 chiffres de la carte de crédit frauduleuse que Julien avait secrètement ouverte en utilisant mon identité volée. Elle a raccroché, se sentant incroyablement satisfaite, croyant sincèrement que je n'étais rien d'autre qu'un porte-monnaie loyal et inépuisable. Ce faisant, l'empreinte numérique et l'adresse IP de la transaction massive de 25 000 $ pointaient directement vers la maison de la mère de Julien et son ordinateur personnel, et non le mien. Ils avaient littéralement utilisé leurs propres mains pour dépenser l'argent généré par une fraude bancaire fédérale. La seconde même où j'ai reçu la notification par email confirmant que la transaction était réussie, je me suis connecté directement au portail du centre de plainte pour la criminalité sur Internet du FBI. J'ai déposé un rapport fédéral formel massif pour vol d'identité aggravé, fraude électronique et fraude bancaire auprès de la division des crimes en col blanc du FBI et de l'unité des crimes financiers du NIPD. J'ai joint les journaux IP du réseau, prouvant sans équivoque que Julien avait créé les comptes frauduleux en utilisant notre réseau Wi-Fi domestique, ainsi que des scans haute résolution de ses signatures falsifiées.
J'ai également ajouté un addendum spécial, notant que la même ligne de crédit frauduleuse venait d'être utilisée pour financer illégalement la réception de luxe de sa famille au Country Club de Westchester. Une fois les plaintes fédérales déposées et les comptes frauduleux définitivement gelés, je me suis concentré sur ma prochaine cible massive, l'IRS. L'IRS n'a absolument aucune pitié pour les individus qui tentent de cacher leur richesse à l'étranger par le biais de stratagèmes complexes d'évasion fiscale. Utilisant mes compétences d'analyste de risque judiciaire, j'ai compilé un dossier dévastateur et minutieux. J'ai rassemblé des preuves concrètes des transactions d'entreprises fictives, des virements bancaires cachés et des contrats de location de propriétés offshore à Dubaï exécutés par l'intermédiaire de la LLC contrôlée par Claire. J'ai transmis le rapport vérifié et très détaillé directement à la division des enquêtes criminelles de l'IRS avec les preuves concrètes pratiquement emballées pour eux. Le gel des actifs fédéraux sur leurs fonds et l'émission de saisies fiscales massives sur leurs propriétés n'était qu'une question de jours. Leur route d'évasion dorée vers Dubaï était complètement anéantie. Les pièges fédéraux étaient tendus. Il était maintenant temps de gérer les choses en personne. J'ai imprimé des copies papier de chaque pièce de preuve, les ai enfermées dans une élégante mallette en cuir et me suis rendu directement au commissariat principal du NIPD. L'atmosphère brute et chaotique à l'intérieur était à des kilomètres de mon bureau de Wall Street, mais je n'étais pas là pour me plaindre. Je me suis assise en face d'un détective senior de l'unité des crimes financiers. Je n'ai pas agi comme une femme hystérique et émotionnelle. J'ai opéré comme une auditrice d'entreprise impitoyable et assoiffée de sang. J'ai claqué les lourds dossiers sur le bureau métallique et je lui ai expliqué les crimes un par un, vol d'identité aggravé, falsification de documents et fraude électronique organisée. Utilisant mon numéro de sécurité sociale et notre adresse IP résidentielle. Quand le détective a vu le poids écrasant et la clarté de la piste documentaire, il a immédiatement commencé à rédiger la déclaration sous serment criminel officiel. 2 heures plus tard, je suis sorti du commissariat avec un dossier d'affaires criminelles actives massives ouvert. Julien était sur le point d'être englouti par le système de justice pénale. À partir de ce moment précis, l'apocalypse financière de Julien a commencé à fonctionner en pilote automatique. J'ai annulé toutes mes cartes de crédit secondaires, placé un gel total et strict sur nos comptes chèques conjoints, et notifié officiellement Equifax, TransUnion et les grandes banques de la fraude massive. Son score FICO a instantanément chuté dans le caniveau absolu. Les institutions financières ont verrouillé son accès, ses cartes de crédit ont commencé à être refusées, et la société de location de voitures de luxe a automatiquement émis un ordre de reprise immédiate pour son SUV haut de gamme. Il étouffait totalement dans une ruine absolue, mais il en était complètement inconscient. Nous étions à exactement 48 heures de la grande fête. Je suis entré dans une boutique de créateurs ultra exclusive sur la 5e avenue pour le dernier essayage de robe avec Éléonore et Claire. Ma mère avait spécifiquement exigé que tout le monde porte des tons pastels doux et des crèmes. Mais au moment où Claire a paradé hors de la cabine d'essayage, ma poitrine s'est violemment contractée de rage. Elle ne portait pas une robe pastel. Elle portait ma robe de créateur vert émeraude, incroyablement chère et faite sur mesure, une pièce totalement irremplaçable que j'avais spécialement commandée et cachée dans mon dressing pour mon prochain anniversaire de mariage. Elle avait cambriolé ma maison de Scarsdale et avait littéralement volé la robe dans mon dressing. L'audace arrogante pure de parader son vol juste devant mon visage était vile. Ne fronce pas les sourcils, Diane, ricana Claire, lissant le tissu coûteux sur ses hanches. Ça me va beaucoup mieux de toute façon. Les femmes desséchées et stériles n'ont pas besoin de robes aussi belles. Son objectif absolu était de me pousser jusqu'à ce que je craque, espérant que je commencerais à crier en plein milieu de la boutique de luxe pour que j'aie l'air d'une sœur aînée hystérique et profondément jalouse. Mais je n'ai même pas bronché. Je lui ai donné un sourire froid, mort et tranquille. Je lui ai dit que la robe lui allait parfaitement et qu'elle devrait absolument la porter à la fête du country club. L'intense déception sur le visage de Claire quand elle n'a pas eu la réaction explosive qu'elle désirait désespérément était évidente. Je me suis retournée et je suis sortie calmement du magasin. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans mon bureau. Il était temps de charger la dernière balle. J'ai sorti une lourde et élégante boîte à bijoux doublée de velours bleu saphir foncé et je l'ai complètement vidée. Au fond,
j'ai placé les résultats officiels du laboratoire de paternité ADN, prouvant de manière concluante que Julien était à 99,9% le père du bébé. Par-dessus, j'ai empilé le projet finalisé de la demande de divorce agressive, les dépôts de séparation légale et les injonctions corporatives formelles exigeant le retour immédiat de chaque sous-volet. Ensuite, j'ai superposé des copies des plaintes fédérales formelles soumises à l'IRS et au FinCEN. Et posé tout en haut se trouvait le rapport d'enquête officiel du NIPD décrivant les graves accusations criminelles en attente contre Julien. J'ai refermé la boîte. Tout était parfaitement armé pour le grand final. La grande salle de bal du Country Club de Westchester était bondée à craquer. La fête était un étalage ridicule et clinquant d'une richesse extrême, entièrement financée par du crédit volé. Ma belle-mère déambulait dans la pièce comme si elle possédait la ville. Julien se tenait avec confiance, un verre de champagne à la main, se vantant bruyamment de sa start-up technologique auprès de riches capital risqueurs, complètement inconscient du fait qu'il m'avait déjà cédé 100% de sa société. Claire était occupée à poser pour d'innombrables photographies, vêtue de ma robe vert émeraude volée avec un énorme faux sourire plaqué sur son visage tout en tenant le bébé. Loin derrière, debout dans l'ombre, se trouvait Rémi, froid, absolument silencieux. Attendant la milliseconde exacte pour appuyer sur la gâchette. C'était l'heure des discours. Ma belle-mère s'avança vers le microphone, débita un tas de bêtises hypocrites sur la profonde importance de la loyauté familiale, puis m'appela bruyamment devant la pièce pour présenter mon cadeau spécial pour le bébé. Je me suis dirigé directement au centre de la scène, tenant l'élégante boîte bleu saphir. Julien s'est rapidement précipité pour se tenir à côté de moi, ses yeux brillants d'une cupidité pure et non filtrée. Tous les projecteurs, et tous les regards dans la grande salle de bal étaient fixés sur nous. Avec un sourire suffisant et triomphant, Julien arracha la boîte de luxe de mes mains et l'ouvrit avec avidité. Il s'attendait à voir un chèque de banque certifié de 200 000 $ ou les documents officiels d'acheminement du fonds fiduciaire. Au lieu de cela, soigneusement empilés à l'intérieur se trouvaient les actes d'accusation officiels du FBI et du NIPD pour fraude criminelle, les papiers de divorce impitoyables qui le dépouilleraient légalement jusqu'à l'os, et juste au-dessus, surlignés en jaune fluo, les résultats officiels du test ADN. Son visage se transforma rapidement d'une confusion totale en une terreur pure et non frelatée. Alors que la terrible réalisation le frappait que toute sa vie et son énorme conspiration criminelle venaient d'être exposées devant l'élite absolue de la société new-yorkaise, j'ai saisi le microphone. Ma voix était acérée, résonnant fort dans la grande salle de bal, qui était soudainement devenue silencieuse. Mon cadeau est de donner à cet enfant le nom de famille de son vrai père. Félicitations, Julien. Vous avez été officiellement promu donc la père biologique. Le silence qui suivit fut complètement assourdissant. Plus d'une centaine d'invités riches restèrent totalement figés sur place. Et puis le chaos absolu éclata. Des flûtes à champagne en cristal glissèrent des mains et se brisèrent sur le parquet. Ma belle-mère commença à crier hystériquement. Les capital risqueurs et les investisseurs se précipitèrent et commencèrent à lire à haute voix les documents juridiques qui étaient tombés de la boîte, répandant rapidement la nouvelle de la fraude électronique fédérale massive et du système de détournement de fonds. Claire trébucha en arrière, soudainement entourée de regards de pur dégoût et de mépris absolu de la part des mêmes riches mondains qui l'avaient comblée de compliments 5 minutes plus tôt. Coupant court à la panique, Rémi s'avança avec un calme mortel et terrifiant. Il marcha droit vers Claire, retira son alliance en or de son doigt et la laissa tomber violemment dans un verre de vin rouge. Il parla d'une voix froide et retentissante qui résonna dans la foule. Votre assurance maladie premium est annulée définitivement. Avec effet immédiat. Les dizaines de milliers de dollars pour votre suite de maternité VIP et tous vos luxes hospitaliers ridicules sont entièrement votre problème. Le choc total de Julien fut instantanément remplacé par une rage animale aveugle. Son visage devint rouge écarlate et les veines de son cou saillirent. Il laissa échapper un cri primal et chargea violemment dans ma direction. Je restai parfaitement immobile, totalement calme, car il n'atteignit même pas la moitié du chemin. Rémi l'interrompit à mi-course. Avec la force pure et l'agilité exercée d'un homme habitué à maîtriser des patients psychiatriques complètement incontrôlables, Rémi attrapa Julien par la gorge et le plaqua violemment au sol de marbre avec un bruit sourd et dégoûtant.
Rémi laissa tomber son lourd genou directement sur la poitrine de Julien de tout son poids, le clouant complètement au sol comme un animal enragé et impuissant. Le garde de sécurité du country club se précipita dans la pièce, menottant immédiatement Julien et le traînant dehors. Au cours des semaines suivantes, toute leur vie fut systématiquement pulvérisée. Julien courut frénétiquement vers des avocats de la défense très chers. Désespérément, il tenta de vendre ses codes sources et algorithmes de start-up pour de l'argent rapide afin de payer ses honoraires d'avocat. C'est à ce moment-là qu'il découvrit la cruelle vérité. J'étais l'unique propriétaire légal à 100% de toute la propriété intellectuelle de l'entreprise grâce au contrat qu'il avait arrogantement signé sans le lire. Il se retrouva avec une valeur nette de 0. Quelques jours plus tard, des détectives du NIPD défoncèrent la porte du motel miteux où il se cachait. Armée d'un mandat d'arrêt fédéral massif pour fraude électronique organisée, vol d'identité aggravé et falsification de documents, Claire, quant à elle, fut formellement expulsée de la suite VIP de l'hôpital et confrontée à des agences de recouvrement très agressives pour les énormes factures médicales non assurées, complètement noyées sous les dettes. Avec ses cartes de crédit gelées et sa voiture de luxe saisie, elle est retournée chez Rémi, est tombée à genoux et l'a supplié de lui pardonner. Il lui a simplement claqué la porte au nez. Mes parents, Richard et Éléonore, ont subi des dommages collatéraux catastrophiques après que l'IRS et le FinCEN aient gelé leurs comptes en raison de leur connexion directe avec les transferts illégaux de blanchiment d'argent vers Dubaï. Ils ont perdu leur immense manoir alpin pour payer les amendes fédérales et les règlements judiciaires et ont été forcés de déménager dans un petit appartement délabré à la périphérie du Queens. Quelques mois passèrent. Le faux magnate de la technologie Julien n'atteignit jamais les villas de luxe à Dubaï. Pour éviter une longue peine de prison fédérale tout en payant des amendes astronomiques pour sa fraude, il fut contraint à un programme de travaux d'intérêt général épuisant. Ces jours d'antan où il prétendait être un riche PDG de la technologie furent entièrement remplacés par le port d'un gilet réfléchissant orange fluo, balayant les ordures dans les rues et transportant de lourdes poubelles sous la chaleur brutale et suffocante de l'été new-yorkais. Ne gagnant absolument rien d'autre qu'un salaire minimum. Rémi, d'autre part, vit enfin en paix totale. Il fut officiellement promu directeur des soins infirmiers pour l'ensemble du service de pédiatrie et il acheta une magnifique maison ensoleillée près de la plage à San Diego, Californie, à des milliers de kilomètres du chaos. Quant à moi, ma cruauté calculée a porté ses fruits. J'ai été promue vice-présidente de la gestion des risques mondiaux dans ma firme d'investissement multinationale. En ce moment même, je suis assise dans la cabine de première classe d'un Boeing 777, survolant l'Atlantique, en route directe pour Paris. Je sirote un authentique champagne millésimé en regardant les nuages défiler bien en dessous. Que j'opère dans le monde très exigeant de la finance d'entreprise ou que je navigue dans ma propre vie personnelle, je respecte strictement une seule règle. Si vous trahissez ma confiance, je ne supplierai pas et je ne ferai pas de caprices sans stratégie. Je calcule l'exposition au risque. Je réduis agressivement mes pertes et j'extermine entièrement le passif.